Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, amis de l'émission Un livre, 1000 idées, qui émet régulièrement sur la RTU, la radio-télévision Moja. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir une juriste de formation, une femme combattante, écrivaine de son état, qui va nous parler de son 5e ouvrage, le développement personnel. Nous allons le recevoir tout à l'heure sur votre plateau. Elle s'appelle Madame Nelly Tchela Moutaï. Bonjour. Bonjour, monsieur Sala. Pour une petite présentation, vous êtes une Congolaise, d'abord de père et de mère, comme on peut le dire, juriste, agrégée en langue française, conférencière, on dit même coach en éloquence, et en éducation en même temps, en leadership, vertueux, on précise. Pas n'importe quel leadership, mais des leaderships vertueux. Vous animez plusieurs conférences, tant au pays qu'à l'international. Et vous avez travaillé pendant de nombreuses années comme préfète des études et professeur de français. Vous êtes capable de corriger et d'évaluer les examens DLF. Vous allez nous donner la signification de 2LF, ce que ça veut dire. Et vous avez été à l'origine du concours féminin d'éloquence. Vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages qui sont sur Amazon, notamment développement personnel, module expression orale, module expression écrite, défi de l'éducation au siècle 21. Au siècle 21. D'accord. Ces 20 motivations quotidiennes constituent votre 5e ouvrage. Donc vous êtes 200 motivations. 200 motivations qui sont ou qui constituent votre 5e ouvrage. Voilà, nous allons essayer de... Oui, vous êtes aussi inspiré par, on dit, profonde gratitude à Douglas. Bon, là, c'est dans votre dédicace. Nous allons, oui, vous êtes inspiré par Alexandre Harvard. C'est votre muse, on va en parler. Alors, Madame Nelly, avec vous, nous allons essayer de décrypter votre ouvrage. On ne va pas parler de tous les 100, mais nous allons parler de celui qui fait parler de vous, de votre, qui constitue même le chef-d'œuvre. C'est le développement personnel, connaissance de soi, point de départ d'un leadership efficace. C'est un livre qui porte la préface de Madame Gabrielle Chenge Borassisi, qui est professeur à l'université de Lubumbashi. Alors, livre édité aux éditions Amazon. Merci beaucoup. Alors, la toute première question, développement personnel, ça vous fait penser à quoi? Alors, c'est un titre très intéressant parce que la plupart des fois, on a tendance à pointer les doigts sur les autres. Okay. Alors que c'est très important de voir quelle est la part que nous pouvons apporter, nous, dans la construction de la société. Parce que chacun de nous a sa part. Mais si on pense que le développement du pays va venir de l'extérieur, va venir des autres, à la fin, on ne donne pas à la société ce pourquoi on devait, ce qu'on devait lui remettre. Alors, dans votre intervention, déjà au niveau du préambule, vous dites grandir pour faire grandir les autres. Ça veut dire quoi concrètement? C'est grandir pour faire grandir les autres et non les écraser. Parce que des fois on peut avoir des idées, on peut avoir des projets, on peut avoir des initiatives, mais il faut savoir que toutes ces choses que nous avons entre les mains, ce n'est pas pour nous. Nous sommes comme des passeurs, des transmetteurs de ces idées aux autres. Voilà pourquoi on est appelé à grandir pour faire grandir les autres, pour les tirer vers le haut, pour qu'ils aillent beaucoup plus loin. Donc si on est grand, ce n'est pas pour écraser les autres ni les regarder de haut, c'est plutôt pour les faire grandir. À la page 17 de votre livre, vous parlez de différentes dimensions desquelles dépend le développement d'un homme, le développement intégral d'un être humain. Est-ce là la condition sine qua non pour atteindre la plénitude vitale d'un être humain? En réalité, on s'attarde beaucoup plus sur le développement intellectuel.
alors que la personne humaine a 5 dimensions. Il y a la dimension physique, il y a la dimension physique, c'est-à-dire on doit continuellement faire le sport pour se maintenir en forme, c'est la première dimension. Ensuite, il y a la dimension intellectuelle. On va à l'école, depuis l'école maternelle, l'école primaire, secondaire, on va à l'université. Celle-là, on lui accorde quand même beaucoup plus d'importance. Mais après, il y a d'autres dimensions. Il y a la dimension sociale, savoir vivre avec les autres, savoir comment interagir. Et puis, il y a la dimension affective. Qu'est-ce qui nous attire, qu'est-ce que nous aimons, qu'est-ce que nous n'aimons pas. Parce que de là aussi dépend notre développement. Et enfin, il y a la dimension spirituelle. C'est très important parce que la foi de chaque personne, c'est une partie intégrale de cette personne-là. Ça guide nos actions, ça nous interdit certaines choses. Et donc, toutes ces dimensions, en fait, doivent être formées pour parler du développement intégral de la personne. Sinon, la personne, si on ne s'attarde que sur le développement intellectuel, on n'aura formé que 1/5 de toute la personne. Et que dire de ceux qui se refusent de croire en Dieu, donc qui ignorent la dimension spirituelle, se disent que le Dieu, c'est le conquérant de leur liberté personnelle, tel le cas de grands philosophes de l'époque, se disaient que Dieu, si j'existe, c'est que Dieu n'existe pas, et s'il existe, moi je n'existerai pas. Alors, eux ne se sont pas bien développés personnellement. On peut dire que c'est un aspect qui leur manque. C'est un aspect qu'ils n'ont pas pu développer, donc ils ont été développés, ils ont peut-être développé d'autres aspects de leur personnalité, mais il y a un trait qui leur sera toujours absent. En quelque sorte, ils n'auront pas eu ce développement intégral. Ok, donc c'est une négation qui ne renvoie qu'au négateur lui-même. Alors, l'être humain est libre. Vraiment. Alors, dans votre livre, vous parlez aussi, vous associez le développement personnel au leadership. Pour quelle raison? Parce que pour moi, les leaders, c'est une personne qui inspire les autres. Il ne s'agit pas d'avoir, mais plutôt d'être. Et donc, pour inspirer les autres, il faut avoir travaillé sur soi pour devenir la meilleure version de soi-même. Et alors, on inspire les autres par ce qu'on est, pas par ce qu'on a. Il s'agit du verbe être et non du verbe avoir. Quelle différence ou quelle ligne de démarcation vous tracez entre un leader et un manager? Un manager est placé par l'institution à la tête de l'entreprise, alors que le leader, c'est celui qui inspire les autres à se dépasser, à aller beaucoup plus loin. Et il y a beaucoup de cas où le leader n'est pas manager, c'est lui qui pousse un peu, qui incite les autres à aller plus loin, alors que le manager lui-même n'est pas leader, donc il est juste un chef. Il est juste un chef qui n'inspire pas les autres. Alors, dans le cadre religieux, on peut rapprocher le leadership au charisme. Ce sont des dons, mais je ne dirais pas que ce sont des dons, bien sûr, mais il faut les travailler. Parce qu'un Picasso, par exemple, s'il n'avait pas travaillé son habileté, il ne serait pas devenu ce qu'il est aujourd'hui. Donc, en réalité, chaque personne vient avec des talents, mais qu'il faut développer. Si tu ne les développes pas, tu les enterres, donc il n'y a rien qui va s'en suivre. Alors, toujours, on reste dans le couloir du leadership, du livre. J'ai lu, vous avez souligné l'aspect important d'éducation dans le développement intégral de l'être humain. Alors, vous essayez de démontrer la nécessité d'être éduqué. Alors, pourquoi mêler le développement de l'homme à l'éducation? Les deux vont ensemble, parce que l'être humain n'est pas un champignon. Ce n'est pas un champignon qui se développe tout seul. L'être humain, à toutes les étapes, les grandes étapes de sa vie, a besoin des ressources. Et ces ressources, c'est l'éducation. Quand il vient au monde, si les deux parents ne sont pas là, il aura des failles dans son éducation. Et plus tard, il a besoin de l'école pour combler ce que les parents n'ont pas pu faire. Et beaucoup plus tard, à l'université, et puis après. En fait, éduquer, c'est faire sortir
Bon, moi j'aime bien aller à la racine, hein, c'est éduquer, faire sortir. Alors c'est, voilà, mais c'est faire sortir quoi de quoi, hein? C'est faire sortir de la dépendance vers l'indépendance pour une interdépendance. Alors c'est faire sortir de la dépendance vers l'indépendance parce que quand les premiers jours, quand on va à l'école, on est très attaché à notre maman. C'est vraiment un déchirement de pouvoir aller à l'école. Mais l'enseignant doit aider l'enfant à casser cette dépendance. Et c'est déjà le premier pas. C'est déjà le premier pas dans l'éducation, donc faire passer de la dépendance vers l'indépendance. Et cette indépendance, c'est pour savoir qui on est, donc qui je suis dans la société, quelle est ma place, quelle est la brique que je dois apporter dans la construction de la société. Parce que chacun de nous a sa part. Donc c'est de la dépendance vers l'indépendance pour savoir qui on est et après pour savoir quelle est ma place dans la construction de cette société. Quand nous parlons de l'éducation, on sait qu'il y a pratiquement 4 milieux éducatifs, la famille, l'école, l'église et la société. Alors, dans le cadre du développement personnel, quel est le milieu qui a plus d'influence sur les autres? L'éducation que nous recevons de nos parents est fondamentale. C'est vraiment la base en fait. C'est la base de... Parce que même si vous demandez à une personne de 50, 60 ans, il se rappelle de ce que lui disait son père, ce que lui disait sa mère, parce que ce sont des choses qui restent pour toujours. Ensuite, il y a l'éducation qu'on reçoit à l'école. Celle-là aussi laisse une trace. Et après, à l'université, puis dans la société. En réalité, chacun de nous porte comme un sac en bandoulière dans lequel il met tout ce qu'il a reçu de ses parents, de la société, des amis. Et en fait, c'est ça qui fait notre personnalité. Que reprochez-vous à l'école d'aujourd'hui dans notre pays? Elle est de nature à favoriser une bonne éducation ou bien elle accuse trop de lacunes ou de failles, de faiblesses qui du coup nous donnent, nous produisent, nous offrent des produits infinis qui sont simplement des possesseurs de diplômes, mais pas des intellectuels intégralement formés, c'est-à-dire spirituellement, humainement, physiquement, et humainement, mentalement et moralement. Alors c'est un sujet que j'aborde dans mon livre, un de mes livres qui s'appelle Les défis de l'éducation au siècle XXI. Okay. Alors je parle de la mission de l'école. Je me dis que en fait la mission, l'école, quelle est sa mission? C'est de former l'apprenant pour demain. Et il y a un problème, parce que l'école est chargée de former l'apprenant pour demain, et demain est déjà là aujourd'hui parce que nous sommes dans un monde dominé par la technologie, mais est-ce que nos enseignants d'aujourd'hui savent manier l'outil technologique pour pouvoir transmettre cette éducation aux élèves? Donc, je pense qu'il y a un anachronisme entre la mission de l'école et les enseignants actuels. Il faut d'abord former les enseignants, bien les outiller pour qu'ils soient capables de répondre à la mission de l'école qui est de préparer pour demain. Dans votre analyse sur l'école qui est, ou en fait l'éducation qui est au rabais, vous pointez du doigt des enseignants qui ne sont pas à la hauteur de leur tâche ou qui n'ont pas été bien formés. À qui la faute concrètement? Je n'accuse pas les enseignants, mais je me dis que le système doit tenir compte du fait qu'il faut des mises à jour. Il faut des mises à jour pour qu'on ne puisse pas apprendre aux enfants des choses qui ne vont pas leur servir demain. Au Kenya, j'ai appris par exemple qu'ils sont en train de faire des mises à jour de certains programmes, de certaines options. Ils les mettent carrément à part parce qu'ils se disent que si cette option ne va plus exister demain, ça ne sert à rien de pouvoir les continuer de pouvoir les perpétuer. Voilà. En d'autres termes, vous remettez en question, vous invitez l'État à réformer le système éducatif pour l'adapter aux réalités du moment et aux besoins du milieu. Oui, en fait, c'est pour que l'école puisse vraiment répondre à sa mission de préparer l'apprenant pour demain. Pour demain.
Là, on forme pour former actuellement. C'est la grande cause, parmi les grandes causes du chômage. On forme pour un prestige scientifique tout simplement qui est stérile de surcroît. L'école ne doit pas oublier sa mission. D'accord. Alors, plus loin, vous parlez du leadership féminin. Je rappelle que vous êtes aussi parmi, je ne peux pas vous qualifier de féministes, mais des combattantes, des militantes pour le développement intégral de la femme. Alors ici, dans le cadre du développement féminin, on se rend compte que la femme est plus absente dans le domaine de l'écriture. C'est pourquoi? Quelles sont vos raisons? Bon, je suis quand même étonnée de cette question parce que la femme a été longtemps mise au banc des interdits. Elle a été mise de côté, donc c'était l'homme qui était privilégié pour aller à l'école, pour être instruit. Et donc, ce qui se passe maintenant, c'est que la femme n'est pas suffisamment outillée. Voilà pourquoi actuellement j'ai initié le concours féminin d'éloquence, parce que la jeune fille, la femme, nous avons beaucoup de choses à dire, mais il faut qu'on soit formé à cela. Et le concours féminin d'éloquence, c'est justement pour pouvoir donner la parole à la femme, longtemps mise à la cuisine, alors qu'elle avait beaucoup de choses à dire aussi. Elle a sa part dans la construction de la société. Et donc c'est important de la former pour qu'elle prenne conscience des potentialités qui ont été mises en elle. La femme a beaucoup de potentialités, beaucoup de capacités de résilience que les hommes n'ont pas. Par exemple, la femme a beaucoup de vertus, mais il faut que quelqu'un le lui dise, hein, sinon elle pense qu'elle est moins que rien, elle doit juste imiter l'homme. Hein. Donc moi j'aimerais que la jeune fille qui m'écoute aujourd'hui sache qu'il a un cadeau pour la société. Mais qu'il a relégué à la dernière place, puisqu'on a tendance à c'est la société qui l'a relégué à la dernière place. La société composée de femmes également. C'était le rôle. La tendance c'est de voir l'homme, et pourtant l'homme vit toujours à côté de la femme. Ce n'est pas la femme elle-même qui se culpabilise et qui s'enferme, qui se déclare faible, ou qui se présente à l'homme en victime vaincue. Alors l'homme en profite pour la mater ou je ne sais pas, la manipuler. Non, ce n'est pas elle-même. Ce qu'il faut, c'est redonner confiance à la femme, lui redonner la parole. Et voilà pourquoi, comme je vous disais, j'organise le concours féminin d'éloquence, qui en est maintenant à la 3e édition. Et je suis très contente parce que maintenant, nos amis d'Ituri, eux aussi, ils se sont lancés dans la course. Et ça sera important d'écouter ce que la jeune fille d'Ituri a à dire, parce qu'elle aussi, elle a beaucoup de choses à... Alors, ces concours d'éloquence, pour parler, puisqu'on a parlé de vous comme étant organisatrice des concours d'éloquence, de quoi est-il question concrètement? Alors, l'éloquence, c'est l'art de bien parler en public. Oui. Alors, vous savez que parler en public, c'est... D'abord, cette éloquence n'est pas enseignée ni à l'école primaire, ni à l'école secondaire, encore moins à l'université. Moi, j'ai fait du droit, mais je n'ai pas appris l'éloquence. La rhétorique. Je n'ai pas appris ça. Et donc, la rhétorique, c'est l'art de l'argumentation. Alors, le problème, c'est que si on ne t'apprend pas cette compétence, à la fin, tu n'es pas outillé. Et donc, j'ai dû me former beaucoup moi-même. J'ai conçu un manuel qui s'appelle expression orale, justement pour former pour que les professeurs de français connaissent cette compétence qu'il faut inculquer aux élèves. Et je n'ai pas voulu m'arrêter seulement à mes élèves, parce que je vous ai dit, je donnais des cours de français, mais j'ai voulu que ce soit un concours pour que beaucoup d'élèves de plusieurs écoles puissent participer. Et c'est vraiment intéressant parce que je vous disais que la peur de parler en public, c'est la deuxième grande peur du monde. Et donc tout le monde a peur de parler en public. Et donc il faut... On voulait briser ce tabou-là, que les jeunes filles apprennent à délier leur langue et parler librement en public, exprimer leurs émotions, leurs sentiments, à travers sans peur, les techniques d'éloquence. bien appropriées. Et c'est parmi les débuts du développement personnel, quand on a nourri des ambitions par la confiance en soi, je ne sais pas, et on peut parler en même temps
bon, l'estime de soi et chasser la crainte de se dire, si je parle, j'exprime mes propres ambitions, mes soucis, je les exprime, mes sentiments, mes regrets, sans peur ni honte devant n'importe quel public. C'est parmi les secrets du leadership ou les résultantes, les grandes résultantes du leadership. Oui. Et dans la formation, je commence par leur poser la question, est-ce que vous avez peur de parler en public? Et la plupart disent oui. Et je leur dis, alors, et soyez sans crainte parce que vous n'êtes pas des robots. La peur de parler en public, c'est une peur qui est commune à tout commun des mortels. L'homophobie. Voilà, donc c'est tout à fait normal d'avoir peur de parler en public, mais ce qu'il faut, c'est aller au-delà de cette peur, acquérir des techniques d'éloquence, et après, et une des astuces que je leur donne, c'est la respiration. Il faut savoir respirer avant de prendre la parole, pour avoir les poumons bien oxygénés, pour être bien prêt à s'exprimer. Et aussi bien se préparer pour que le public ne se fatigue pas de ce que nous sommes en train de dire, parce qu'il faut une bonne préparation. L'oral commence toujours par l'écrit, donc il y a d'abord les discours écrits et puis après les discours oraux. Alors une question me vient à l'esprit. Dans votre ouvrage, vous parlez en même temps du mariage précoce des jeunes. Cela les empêche d'atteindre leur développement personnel souhaité. De quelle manière? Vous voyez par exemple sur la couverture, on voit le développement du papillon, la chenille. Il y a la chenille, la chrysalide et puis les papillons qui font son envol. Et donc si le mariage précoce de la jeune fille, c'est comme casser le développement de la personne. Donc la fille n'est pas arrivée à son plein épanouissement et donc elle ne pourra jamais prendre son envol parce qu'on a cassé son processus de développement. Et pour y arriver, vous nous invitez à mettre en œuvre 4 vertus fondamentales. La prudence, le courage ou la force. Vous parlez également de la maîtrise de soi et de la justice. Ce sont des vertus fondamentales que toute personne doit avoir. Et vous n'avez pas mis l'accent sur la foi, donc parmi les vertus fondamentales. Non, que toute personne doit avoir. Ça concerne tout commun des mortels, qu'ils soient musulmans, païens, etc. Donc ça c'est pour toute personne. Tout être humain. Tout être humain en fait. Ok. D'accord, alors avant peut-être de... La foi c'est la dimension spirituelle. Vous vous rappelez que je vous ai parlé des dimensions de la personne, il y a la dimension physique, il y a la dimension intellectuelle, sociale, affective et puis spirituelle. Quels sont les mécanismes de grandeur? Se sentir ou chanter sa grandeur, ou par les actions et déterminer, je ne sais pas, ce sont les autres qui doivent constater votre développement, ou c'est par soi-même, vous dites, moi je suis grand. Ah non, pas du tout. Et donc, pour grandir, il faut connaître ses points forts et ses points faibles, parce que chacun de nous, tout commun des mortels, a des points forts et des points faibles. Alors, il faut connaître les paramètres personnels, travailler sur nos faiblesses, nous appuyer sur nos forces, et c'est alors qu'on deviendra la meilleure version de nous-mêmes. On pourra vraiment être un cadeau pour la société, parce que chacun de nous est un cadeau pour la société, pourvu de travailler sur soi-même. Vous recourez à une des vertus, on qualifie même de vertu fondamentale dans l'Église catholique, l'humilité. Oui, l'humilité, c'est-à-dire attendre des éloges des autres et non de soi-même, que vous-même vous ne soyez pas le maître de vos propres compétences ou réalisations, ne plus chanter ou crier sous les toits des victoires conquises et acquises. Bon, là je prendrai un exemple très simple. La Vierge Marie, elle avait beaucoup de vertus, mais ce n'est pas pour autant qu'elle en parlait comme ça, non? Elle ne disait pas, écoutez, moi j'ai été choisie. Non, elle était très humble. Et c'est cette vertu-là que nous devons toujours développer tous, parce que c'est en acceptant ses faiblesses que Dieu nous fait grandir. En d'autres termes, vous conseillez vous demandez à tous ces téléspectateurs de parler moi
et de travailler plus en silence et dans l'humilité. Et que nos actions parlent. Que les actions parlent de nous-mêmes. Voilà. Ok, alors un dernier mot avant de nous quitter. Je rappelle, chers téléspectateurs, que nous avions l'insigne honneur de recevoir Madame Nelly Tchela Moutaï, qui est juriste de formation, écrivaine de son état, et en même temps, elle a joué plusieurs rôles dans la société, conférencière, initiatrice aussi du concours féminin d'éloquence. Alors, elle était en train de parler avec nous sur le développement personnel, son tout premier ouvrage. Elle en est à son 5e. Elle nous a expliqué comment grandir personnellement, comment nous dépasser et comment la femme aussi pourra aller de l'avant et non célébrer ce que certains qualifient entre guillemets les 8 mars ou la fête des pannes. Donc les 8 mars sont vraiment une fête des droits de la femme qui se traduit par des actions concrètes et un développement intégral de l'être féminin. Alors maintenant, vous avez la dernière parole ou le dernier mot à adresser à nos téléspectateurs par rapport à vos ouvrages, à vos ambitions, vos projets d'avenir, parce qu'on sent que vous êtes militante aux côtés de vos collègues femmes. Quel est le message que vous voulez leur adresser en ce net moment où Modja nous prend l'image? Les lecteurs, je l'invite à découvrir mon livre. Il y a beaucoup de gens qui l'ont lu. Il est lu pratiquement dans le monde entier. Sur Amazon, il a 5 étoiles. Et donc, c'est vraiment un livre très prisé. Je vous invite à le découvrir. Vous allez vous-même découvrir que c'est un très bon ouvrage qui va vous aider à être la meilleure version de vous-même. Merci Madame Tchela de répondre à notre invitation. Aimables téléspectateurs, nous sommes très contents de vous savoir pas moins nombreux qui nous suiviez sur la RTU, la radio-télévision Modja. Nous étions en train de parler du développement personnel, connaissance de soi, point de départ d'un leadership efficace. Livre écrit par Madame Nelly Tchela qui nous partageait ses réflexions. Nous vous invitons à votre tour à pouvoir les déguster, les savourer et leur permettre de grandir, de vous développer aussi bien personnellement, humainement que socialement. Quant à nous, nous disons merci à la grande famille paulinienne, surtout aux filles de Saint-Paul qui sont les initiatrices de cette émission, les productrices elles-mêmes. Et nous disons également merci à l'équipe technique, à Monseigneur Slochi, à tout le monde qui nous a suivis en ce net moment. Ciao et à la prochaine pour d'autres aventures littéraires. Je te dirai ce que tu deviens.